Drépanocytose en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, j'ai présenté cela comme une maladie. Mais est-ce que c'est vraiment une maladie? Est-ce que c'est un fléau? Qu'en est-il exactement? Nous sommes bien tombés sur quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui a consacré toute sa vie à la lutte contre cela, mais aussi à la sauvegarde des familles. Aujourd'hui, il est député national. L'honorable Antoine Tabala est avec nous ce soir en plein mois de juin, qui justement est un des mois choisis pour lutter contre ce fléau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher. Déjà, vous me corrigez dès le début, est-ce que la drépanocytose est une maladie? Oui. C'est bel et bien classifié comme une maladie. C'est la première maladie génétique qui secoue la République démocratique du Congo. Et avant que ça devienne fléau, ça commence par être maladie d'abord. Tout à fait. Alors, on aimerait bien avoir un état des lieux parce que j'ai sous la main ici votre proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose dans le pays, déposée depuis le mois de mars 2025. Normalement, vous pourrez défendre cela ici au mois de juin. On va parler de tout ça, mais j'aimerais qu'on ait quand même un état des lieux, que les gens qui nous suivent sachent quelle est la réelle situation concernant la drépanocytose dans notre pays. Merci beaucoup. La drépanocytose, c'est l'une des maladies génétiques qui fracasse beaucoup de familles dans notre pays, qui paupérise, qui disloque et qui fait souffrir beaucoup ceux qui sont victimes. 30% de la population porte les gènes S, c'est-à-dire c'est les gènes transmetteurs de la maladie. 60 à 70% des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. 5% des femmes drépanocytaires enceintes meurent pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et nous avons 2 à 3% des naissances dans notre pays qui naissent drépanocytaires. Cette maladie très peu connue, qu'on appelle aussi anémie SS, c'est le nom connu dans notre pays. Généralement, c'est ce qu'on dit. Généralement, oui. SS, AS. Oui, parce que quand vous parlez de drépanocytose, peut-être vous ne vous entendez pas. Effectivement. Est à la base de beaucoup de décès. Mettre au monde un enfant drépanocytaire, c'est un problème très sérieux. On ne peut pas souhaiter avoir un enfant qu'on ne saura pas faire grandir, qu'on ne verra pas grandir comme tous les autres. En 2015, il y a un enfant qui est décédé dans ma voiture. Moi, je suis parent. Comme j'interviens dans le domaine, on m'appelle. Non, voilà, il faut amener Cédric à l'hôpital. Je l'amène. On allait à l'hôpital qu'on appelle Mabanga, l'hôpital de Yolo, qui est spécialisé dans ce domaine-là. On arrive au niveau du rond-point Yolo médical. Je regarde dans les rétroviseurs et je trouve que l'enfant n'est plus là. Mais sa maman était en train de taper Cédric, Cédric. Mais je me suis dit, je continue quand même ma course. J'arrive à l'hôpital, c'était pour constater le décès. Comme parent, je suis rentré à la maison pas à l'aise. Dans ma famille, je n'ai pas d'enfant drépanocytaire. J'ai déjà mes 60 ans révolus, mais je dois dire que plus de la moitié de ma vie, je l'ai passé sur terrain en faveur des personnes défavorisées, particulièrement les drépanocytaires. Il y a un enfant que j'ai suivi pendant 2 ans, environ 15 ans. À tout moment qu'elle m'appelait, j'ai une prescription, j'ai filé rapidement, j'ai donné l'argent, il s'est fait soigner. Mais il s'est fait que un jour, elle m'appelle, j'arrive et je la trouve là où elle était. C'était une fille. Et elle me tend la prescription. Je donne ce que j'avais, mais elle me pose une question. Papa Antoine, qui va me donner reste? Bon, je dis qu'il n'y a que ça que j'ai. Elle me regarde en face, elle me dit, Papa Antoine, je t'ai fait souffrir. À tout moment, je t'appelle,
tu me donnes l'argent. Je me fais soigner. Mais elle me regarde en face, elle me dit, mais pourquoi on m'a mis au monde? Moi, je suis parent. J'ai senti des larmes. J'ai appelé mon épouse. Elle m'a envoyé l'argent sur M-Pesa. J'ai donné. Suffisant pour les soins, pour les transports, pour les repas sur la route. Une semaine après, je suis passé dans sa famille juste pour voir s'il pouvait m'amener chez son pasteur. Je suis arrivé voir le pasteur, je lui ai dit que votre fille est très révoltée, essaie de faire quelque chose. Il m'a promis, il a fait ce qu'il pouvait en tant que serviteur de Dieu. Mais, 4 mois après, une crise est venue et l'a amené. Vous vous rendez compte, moi, ce n'est pas la seule qui m'a posé cette question, mais souvent, la question qui arrive, pourquoi moi? Bon, en tout cas, beaucoup de couples se sont disloqués. Nous n'avons pas la culture des examens dans notre pays. Et souvent, quand on demande les examens prénuptiaux, c'est souvent tard. Ça, 1 mois du mariage. Et si on constate une incompatibilité à ce moment-là, on a des difficultés de les séparer. Peut-être déjà la dot a été versée. Ça pose un problème. C'est comme ça, nous sommes au mois de juin. Au niveau de la fondation Antoine Tabala, le mois de juin est considéré comme mois de la drépanocytose. Nous avons des activités de routine, c'est-à-dire la sensibilisation et le dépistage de masse. Comment ça se passe? Parce que ça nécessite une réelle sensibilisation. Tout au long de votre propos tout à l'heure, vous avez dit que beaucoup de gens tombent dans ça simplement parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ne sont pas au courant. Avant qu'on ne parle même de la loi, comment se passe la sensibilisation avec votre fondation? Bon, au fait, je travaille avec les églises. Je suis celui qui a exercé les fonctions du conseiller chargé de la famille pendant longtemps dans notre pays. Ça, c'est au ministère de genre? Au ministère du genre, au niveau central. C'est-à-dire, j'étais le conseiller de Marie-Ange Lukiana, ma Marie-Ange. J'étais le conseiller de la ministre Geneviève Inagossi. J'étais le conseiller de Bijoukat. J'étais le conseiller de Lissi Kipele. C'est au regard de tout ce que j'ai fait comme travail sur la famille. Maintenant, la sensibilisation, comme vous avez posé la question, le cadre idéal par lequel nous passons pour informer, ce sont les confessions religieuses. Les serviteurs de Dieu ont la possibilité, de la même manière qu'ils donnent l'évangile, de véhiculer l'information. En 2015, j'ai réuni 300 serviteurs de Dieu à l'hôtel Venise. Il y a encore un témoin vivant, c'est l'honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le doyen Bosso. Il était présent. C'était pour dire aux serviteurs de Dieu, plus jamais organiser la bénédiction nuptiale sans que vous ayez les résultats. Bon, nous nous sommes entendus, mais quand on a fait l'évaluation, bon, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait le spiritualisme. Le pasteur dit, non, Dieu va régler ça. Je vais prier. Quand j'ai pris, ça ne rate pas. Je vais prier. Mais on a eu des jeunes couples pour lesquels il a prié dans ces conditions, mais qui, au finish, ont mis des enfants drépanocytaires. C'est comme ça que nous sommes dit, je me suis dit, au regard de ces comportements, il faut un texte qui va imposer une discipline à tout le monde. Voilà, on arrive justement au niveau de cette proposition de loi. Quand je vous annonçais, j'ai dit vous avez même battu campagne sur ce thème pour vous faire élire député national de Tchangou en 2023. Oui. Qu'est-ce que votre proposition de loi apporte comme innovation, comme particularité pour résoudre ce problème? Bon, au fait, la drépanocytose
c'est une maladie évitable par la prévention. Et cette prévention, la loi fixe les conditions, les règles par rapport à la sensibilisation. Vous devez être informé. Je me pose la question, même si ici, à Télé 50, je n'ai pas de célibataires qui n'ont pas encore fait l'électrophorèse. Si tel est le cas... L'électrophorèse, c'est l'examen? C'est l'examen qu'on fait pour savoir on est de quel génotype. Et s'ils sont là, je reviendrai la semaine prochaine. Alors, à travers les églises, depuis pratiquement plus de 20 ans, quand on parle aux serviteurs de Dieu, nous arrivons un dimanche, ils nous donnent quelques minutes, on explique qu'il est bien fondé, on explique les risques, les inconvénients, les problèmes qui en découlent, et on cherche à enregistrer, on enregistre les volontaires. Et ma fondation, avec le moyen de bord, nous payons chez notre partenaire qui fait l'examen, c'est l'Institut de recherche en sciences de la santé. IRC, c'est notre partenaire depuis plusieurs années. Alors, ce qui fait qu'après culte, nous récupérons tous les jeunes qui veulent faire l'examen et ça se passe bien. Souvent, c'est 200 jeunes qui font l'examen au même moment. Mais la préoccupation que nous avons, c'est que ceux qui sont AS, ces chiffres, environ à 30%. Ce taux-là est très préoccupant. Cela traduit les risques très élevés de voir des personnes à hémoglobine incompatibles se marier. Les risques sont connus. Donc, ce sont la loi rend obligatoire l'examen de l'électrophorèse. Avant de se marier. Avant le mariage, même l'officier de l'état civil. Donc pour le moment, ce n'est pas obligatoire, c'est pour ça même que le pasteur bénit et dit ce que Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais je me dis même, nous sommes dit à travers la loi, avant de prendre la dot à la maison là, vous devez vous rassurer. Parce que comme vous le savez, quand les deux jeunes gens se rencontrent, il y a des questions qu'ils se posent pour la première fois. Tu t'appelles comment? Tu habites où? Ton père c'est qui? Tu as fait quoi? Il faut qu'il y ait une question, une autre question qui doit être posée. Tu es de quel génotype? Tu as fait l'examen de l'électrophorèse? Si oui. À ne pas confondre avec le groupe sanguin. Parce qu'il y a une confusion là. C'est-à-dire on peut être AA, on peut être AS ou bien SS. Alors, si cette question est posée, les deux concernés peuvent se dire, nous pouvons continuer le dossier. Nous pouvons amener les dossiers auprès des parents. Mais si les parents doivent avoir la dot, avant de vérifier cette question, nous avons vu ceux-là qui se sont séparés 2 semaines après. Alors, ça c'est le premier volet qui intéresse notre loi, c'est-à-dire c'est la prévention. Rendre obligatoire. Et avec la prévention, nous pouvons avoir une République démocratique du Congo sans anémie SS. Projection d'ici quelle année? D'ici Si nous y allons avec discipline, surtout avec la loi, à l'horizon 2050, la courbe va sensiblement baisser. Alors, après ça, vous savez que la drépanocytose est incurable. C'est une fatalité. On ne devient pas drépanocytaire. On est drépanocytaire. Bon, c'est là qu'ils sont. Nous devons améliorer l'accès aux médicaments essentiels. Vous savez qu'ils ont souvent des crises, des douleurs, anémie. Et tout ça, il y a des médicaments qu'on donne qui peuvent réduire la fréquence des crises, qui peuvent réduire les douleurs, sachant que la drépanocytose réduit la qualité de vie, réduit
l'espérance de vie, ça affecte. Et c'est ainsi que nous cherchons à améliorer l'accès. La République démocratique du Congo va mettre, l'État congolais va prendre les dispositions pour qu'il y ait une bonne prise en charge, former les techniciens, avoir des équipements. Ici à Kinshasa, nous n'avons que le centre de Yolo. Mabanga. C'est ici l'occasion de saluer les efforts de la première dame, Maman Denise. C'est la première dame qui a initié le centre Mabanga ou bien elle a trouvé ça? Non, non. Nous sommes dans la thématique depuis longtemps. On se démène. Mais c'est elle qui est venue jeter les bases pour une lutte très déterminée. L'hôpital était en lambeaux. Je pense que vous y êtes passé. Il y a maintenant vraiment les bâtiments qui existent. Les cadres pour recevoir ces malades existent. Les conditions, disons, de prise en charge sont améliorées. Mais il y en a combien ici à Kinshasa? Donc c'est le seul? Nous, c'est le seul. Et si on doit aller en province? En province, ça pose un problème. Et moi, comme Élie Deschamps, j'ai déjà mis à la disposition d'un terrain pour recevoir les drépanocyteurs, pour construire, parce qu'il y a un hôpital qui existe. Oui, à Tchang, oui. On revient sur ça, mais j'aimerais, pour finir avec la première dame, savoir un peu, depuis qu'elle est là, vous dites qu'elle est impliquée, à part le centre, est-ce que vous avez quand même senti un changement dans la prise en charge, lorsque ce sujet de drépanocytose est évoqué? Bon, en fait, je dois dire que la distinguée première dame, Maman Denise, a une voix qui porte plus haut. Elle a fait les plaidoyers à plusieurs niveaux, ce qui fait que la question de la drépanocytose est prise avec une autre dimension, pas comme par le passé. C'est un grand changement et nous pensons que ça va aller graduellement avec les efforts des uns et des autres. Alors, il y a un autre volet, la stigmatisation. Oui. Vous savez que quand une femme est mère des enfants drépanocytaires, là, on jette tous les démons territoriaux sur sa tête. Le spirituel revient encore. Spirituel, donc ça devient, ça devient compliqué. Et la plupart des cas, des fois, au lieu de penser que c'est une pathologie, c'est un problème réel, des fois, on doit chercher d'abord qui est derrière. Tel oncle. Et en milieu urbain, ça peut encore aller, mais quand il faut aller, en milieu rural. Si dans la famille, vous avez quelqu'un qui a des cheveux blancs, on peut dire que c'est celui-là. Bref, on a pris du temps en train de trop réfléchir sur qui est derrière, au lieu de dire c'est quoi le problème. Et nous nous sommes dit il faut lutter contre la stigmatisation des femmes. Vous savez que cette maladie-là affecte la famille qui est la cellule de base de la communauté humaine. Cette maladie affecte la femme. Quand vous allez à Mabanga, vous n'allez pas trouver un garde malade d'hommes. Les gardes malades sont des femmes. Et puis, quand la femme a un enfant, elle doit se partager entre la maison et l'hôpital. J'étais justement en train de feuilleter votre proposition de loi. Je vois qu'il y a aussi un volet professionnel. Oui. La personne qui est obligée d'aller tout le temps à l'hôpital a difficile de donner un bon rendement professionnellement. Oui. Donc ça touche même le tissu économique. Là, je dois vous dire qu'un travailleur qui a des enfants drépanocytaires, en tout cas, sa productivité baisse. C'est-à-dire la drépanocytose impacte négativement sur la productivité en milieu professionnel. Ça fait saigner la caisse, disons, de l'entreprise. Et puis, des fois, sans espoir, ça pose un problème. Donc, vous comprenez que si les plans socio-économiques, sur tous les plans, cette maladie est un fléau
qui doit retenir l'attention de tous, que nous soyons tous unis pour arrêter la transmission. Bon, vous savez que la loi a prévu des dispositions pénales. C'est-à-dire? C'est-à-dire, au Bengani, au Kimi Mwasinayo, vous fouillez la maison parce que la femme a mis au monde des drépanocytaires. En tout cas, la loi va suivre. Il y a des gens, par exemple, à part, disons, dans les milieux confessionnels, où on doit avoir ces textes, mais vous vous rendez compte que quelqu'un va au laboratoire, il se rend compte qu'il est AS, fiancé AS. Il dit au laborantin, mon frère, je risque de rater le mariage. On a déjà tout payé. On a déjà payé la salle, tout. Arrange-moi ça, mais que je suis AA. C'est un crime. Et là, jusque-là, il n'y avait pas de possibilité de poursuivre cette personne-là. Alors, la loi prévoit. Et quand quelqu'un abandonne les enfants, parce qu'ils sont drépanocytaires, quand les drépanocytaires est chassé de l'école, parce qu'ils doivent bénéficier des avantages spécifiques liés à leur statut. Quand un enfant, à cause de ces crises, ne sait pas être là tous les jours, déjà psychologiquement il est abattu, mais ils ne font pas les chasser. Tout à fait. Il y a des mesures d'assouplissement. C'est comme ça que cette proposition de loi, je suis parti à l'Assemblée nationale pour ça. Parce que pendant que j'étais hors de l'Assemblée, je faisais des propositions à ceux qui étaient déjà à l'Assemblée nationale, mais souvent ça n'aboutissait pas. C'est ici l'occasion de saluer les plus âgés drépanocytaires que nous connaissons et qui me prodiguent beaucoup de conseils, c'est le docteur Manzombi. Il m'a dit, cette loi, si je peux mourir aujourd'hui et que cette loi existe déjà, je peux dormir, je peux aller calmement. Lui, comme médecin, drépanocytaire, bon, vous comprenez, ce n'est pas facile. Pas du tout. Alors, je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'aller au Parlement. Au regard de tous les chocs que je rencontre, moi avec mon épouse, nous travaillons en couple pour réussir ce travail-là. On rentre des fois à la maison, on ne mange pas au regard de tout ce qu'on rencontre sur le terrain. Je suis passé partout où j'ai organisé les dépistages de masse pour leur dire, je pars au Parlement, si vous me donnez la possibilité. Nous étions 1333 candidats à Tchang. Il y avait 19 places. Je me suis retrouvé parmi les 19 au regard de ce que j'ai fait comme travail. Et c'est comme ça qu'au Parlement, moi je suis technicien. Je suis au Parlement avec des objectifs. J'ai des indicateurs à évaluer à mi-parcours. C'est-à-dire, je me suis dit, en y allant, mi-parcours, je dois avoir déposé, défendu ma proposition de loi. En 2024, comme je suis nouveau, il fallait comprendre comment ça fonctionne. Et en mars 2025, j'ai déposé la proposition de loi selon les principes qui a été déposée au bureau d'études. Ma proposition a obtenu l'avis favorable. Et là, elle est retournée au bureau de l'Assemblée nationale. On l'a envoyée au gouvernement pour, disons, des amendements éventuels. Bon, tout évolue bien, en principe, avant qu'on aille en vacances parlementaires, je dois la défendre en plénière. Et cette proposition va suivre son parcours normal jusqu'à la promulgation. Et une fois nous avons cette loi promulguée,
nous pouvons nous dire la drépanocytose, c'est pour un temps. Comme vous avez dit, d'ici horizon 2050, oui. On pourra parler de ça peut-être au passé. Dans les écoles, on ne peut pas comprendre comment un jeune Congolais peut terminer les humanités sans avoir fait cet examen. Vous savez, quand les enfants terminent les humanités, des fois ils nous échappent. Hein. Ils ont des contacts qui peuvent aboutir à ceci, à cela. Mais nous disons que les dépistages doivent commencer en phase néonatale. Juste après l'accouchement, on doit, de la même manière qu'on fait la consultation préscolaire, on doit intégrer cette démarche dans la politique des soins de santé primaire. On doit avoir plus de centres qui s'occupent de la drépanocytose dans notre pays, de sorte que, de manière géographique, qu'on ne manque pas où amener un cas, et surtout la recherche locale. Dans l'État, l'examen de l'électrophorèse coûtait très cher. Mais avec la technologie, ça descend, ça baisse. Et puis, même j'étais avec un grand professeur, le professeur Mikobi, qui travaille sur un test qui va nous amener disons, les tests à $1. Oh. Alors, maintenant, il faut que cette loi rend obligatoire cet examen, de manière à ce que même qu'on puisse les mettre sur les cartes d'identité. Pourquoi pas? Donc non, poste non, génotype. Oui, on peut mettre ça. Ça peut sécuriser. Et si nous le faisons de cette manière, nous pouvons avoir l'espoir qu'à une période, nous n'aurons plus des enfants qui gémissent. Merci. Merci beaucoup, honorable Antoine Tabala. Peut-être pour terminer rapidement, je vais vous demander, comme c'est le mois de drépanocytose, quelles activités vous avez prévues, hein, quand même, au-delà de la loi que vous allez défendre. Donc, je dois dire que je suis l'initiateur de cette loi. Elle ne m'a pas été donnée par quelqu'un. C'est au regard des souffrances que j'ai au quotidien que je suis parti au Parlement, avec un objectif, que cette loi puisse être promulguée. Alors, nous nous disons, au finish, l'attention de tout le monde autour de cette question est une nécessité. C'est ma façon d'accompagner les efforts du président de la République. De la même manière qu'il est en train de se battre pour avoir la paix, pour restaurer la paix au pays, c'est de la même manière qu'il fait également pour que chaque Congolais puisse être en bonne santé. Parce que la Constitution garantit le droit à la santé. La Constitution nous dit que la famille, c'est la cellule de base de la cellule, c'est la cellule de base de la société. Elle est assurée, sa protection est assurée, l'unité est assurée par l'État. Quid des familles demain si nous ne faisons rien aujourd'hui? Alors, à ma qualité d'initiateur de cette proposition de loi, je me bats avec mes moyens, les moyens de la famille que j'affecte. J'ai déjà enterré beaucoup de drépanocytaires, papa. J'ai déjà pris en charge. Et au moins, chaque mois, il y a 800 dépistages de masse à travers les différentes églises. Et maintenant, nous sommes dans les milieux professionnels, dans les établissements publics, pour essayer de réduire l'impact négatif de ces problèmes sur la productivité des travailleurs. Donc, Télé 50,
les jours que je reviens, vous mettez tous les célibataires, je leur parle, et puis je leur dis quand est-ce qu'on peut faire l'examen, je peux déplacer l'équipe, je l'amène ici. Merci. Si vous l'autorisez. Merci beaucoup, honorable Antoine Ntabala, pour votre intervention, pour votre plaidoyer, pour votre vie. Hein, comme je l'ai dit, toute votre vie, vous vous êtes battu pour cette cause et on souhaite que du bien à votre proposition de loi en espérant que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera adopté et on va entrer dans une nouvelle ère dans la lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. On va prendre notre deuxième invité, cette fois parler actualité au sujet du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, qui sera d'ici quelques heures, parce que c'est déjà ce vendredi, devant le procureur général près la Cour de cassation. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé déjà en début de semaine? C'est à savoir tout de suite.